Le premier épisode de Winnie Mandela, Sainte ou criminelle, nous a montré comment le soutien qu'elle a apporté à son mari a conduit à la libération de ce dernier en 1990. Dans ce second épisode, nous examinerons comment cette image héroïque a été ternie par les scandales et comment elle a miraculeusement réussi à les surmonter. En 1990, la libération de Nelson Mandela est ce que la nation espérait depuis 1964. Nous étions enthousiastes et la vie redevenait réelle. C'était juste trop d'enthousiasme. Mais pour Winnie, le bonheur est de courte durée. Ces fantômes du passé vont bientôt ressurgir. Il y a l'affaire du meurtre de Stompie Zempei, pour lequel elle est condamnée en 1991. Et on révèle que Winnie a été infidèle pendant l'incarcération de son mari. Les scandales de Winnie nuisent à la candidature de Nelson Mandela aux élections présidentielles de 1994. Il se sent contraint de se séparer d'elle en 1992. Nelson Mandela rend sa décision publique avec cette déclaration. Mon amour pour elle reste intact. Toutefois, compte tenu des tensions qui ont augmenté en raison de différends entre nous, sur un certain nombre de questions au cours de ces derniers mois, nous avons convenu qu'une séparation serait la meilleure chose pour nous deux. Les choses s'apaisent jusqu'en 1993, quand Winnie est élue présidente de la Ligue des femmes de l'ANC. Puis en 1994, Nelson Mandela est élu premier président noir d'Afrique du Sud. Que jamais, jamais, au grand jamais, ce beau pays ne subisse l'oppression de l'un par l'autre et ne souffre l'indignité d'être le pestiféré du monde. Le président Mandela fait de Winnie une vice-ministre de son cabinet. C'est comme une récompense pour sa lutte en faveur de la libération. Mais pour Winnie, les choses tournent mal encore une fois. Juste un an plus tard, elle est jugée responsable de mauvaise gestion et est congédiée. Et les choses ne cessent de se retourner contre elle. Elle est appelée devant la Commission de vérité et de réconciliation, la CVR, en 1997. La CVR a été mise en place pour enquêter sur les fraudes commises pendant la période de l'apartheid. Le cas du meurtre de Stompie Zempei en 1988 fait de nouveau l'objet d'un examen public. Mais au lieu de laver son honneur, elle fait des excuses forcées. Je dis que c'est vrai. Les choses se sont terriblement mal passées. Je suis tout à fait d'accord avec cela. Et pour une part de ces années douloureuses, où les choses se sont passées horriblement mal, et où nous étions conscients du fait qu'il y avait des facteurs qui menaient à cela, pour cela, je suis profondément désolée. L'insensibilité apparente de Winnie a été étudiée par beaucoup. Parmi ces gens, le professeur Sheila Mentjes de l'université Witwatersrand à Johannesburg. Mentjes est professeur d'études politiques et connaît Winnie parce qu'elle était l'une de ses étudiantes. Elle était toujours entourée de gardes du corps qui se tenaient devant la porte pendant que nous avions nos cours. Ce n'est pas la meilleure étudiante que j'ai eue, mais ses points de vue étaient toujours intéressants. Elle avait certainement une sorte de vision rusée, très basique de la politique, qui était tout à fait différente des autres étudiants. C'était au début des années 1990. En 1997, le professeur Mentjes retrouve Winnie parce qu'elle était affiliée à la CVR. Il en va de même pour Pierre Pigou, maintenant chef du projet Afrique du Sud de l'ONG internationale Crisis Group.
Pigou et Mantiès disent tous deux que Winnie avait autre chose à l'esprit que de s'excuser. Il ne fait aucun doute que c'était du cinéma. C'était une opération orchestrée, je crois, et je pense que c'était vraiment délibéré. Et je ne sais pas si elle a été la seule à l'orchestrer. Je suis sûre qu'il y avait des gens autour d'elle qui surveillaient la manière dont elle se conduisait. Pigou affirme que Winnie considérait la CVR comme une campagne de dénigrement contre elle parce qu'elle cherchait à obtenir un poste élevé au sein de l'ANC. La réponse de Mme Mandela était que tout le monde mentait, que tout le monde était fou ou insensé, ou qu'il y avait une sorte de vendetta contre elle. Et il y avait certainement des éléments à l'intérieur de l'ANC à ce stade, même si son ancien mari était président, qui étaient résolument contre le fait qu'elle puisse avancer dans cette course. Et dans une certaine mesure, Madame Mandela a également vu cela dans le cadre d'une campagne visant à l'abaisser pour briser ses ambitions politiques. Je pense donc qu'elle était d'humeur combative dès le départ. Elle savait qu'elle serait confrontée à beaucoup de ses détracteurs en termes d'allégations spécifiques. Elle a donc adopté une attitude rigide, inflexible et sans remords. Le psychologue sud-africain Sas Cooper dit que la posture rigide de Winnie doit aussi se comprendre par le fait que la CVR ignorait beaucoup d'informations sur les violences à Soweto. Je pense que la vérité sur cette affaire sera révélée un jour. Je pense que beaucoup d'autres gens qui étaient là auraient dû témoigner. Ils ne l'ont pas fait. Ceux qui se sont levés pour la condamner avaient des preuves. Mais ils n'ont pas fourni cette preuve. Mais sa comparution devant la CVR ne marque pas la fin de la descente aux enfers de Winnie. En 2003, elle est reconnue coupable d'avoir abusé de sa position au sein de la Ligue des femmes de l'ANC pour vendre des assurances obsèques. Le psychologue Sas Cooper explique qu'au début de la démocratie parlementaire sud-africaine, il n'y avait pas de contrôle effectif du pouvoir, ce qui a peut-être influencé le comportement de Winnie Mandela. C'est quelque chose qui arrive quand le pouvoir a sa propre vie et que le pouvoir lui-même enveloppe les gens. Donc, avec ce pouvoir, si vous sentez que vous êtes intouchable, vous vous impliquez dans des choses. C'est facile de dire que vous faites quelque chose au nom des gens. Les intérêts des gens et vos intérêts propres deviennent flous. Et puis, il y a le souvenir de la souffrance sur toute cette période. Cela s'ajoute à un sentiment d'avoir un droit dans cette situation. Le professeur Mantiès croit aussi que son ancienne étudiante a pu s'accorder des privilèges en récompense de sa longue lutte. Ce qu'on a vu, dans un sens, c'est on n'a pas fait ce combat pour être pauvre, comme Smuts Ngonyama l'a dit. Et je pense qu'il y a un sentiment de légitimité, en particulier de la part d'une sorte de royauté. La royauté doit être soutenue et c'est la famille royale d'Afrique du Sud dont nous parlons. Winnie quitte la Ligue des femmes de l'ANC. Rétrospectivement, la période de 13 ans suivant la libération de Nelson Mandela est une suite de désastres pour Winnie. Malgré tout, la vie dramatique de Winnie commence à attirer des artistes, des musiciens, des cinéastes et des créateurs de mode. En 2013 sort le film Mandela, un long chemin vers la liberté, avec le personnage de Winnie. Et il y a surtout Winnie Mandela, film sorti en 2011 et réalisé par le Sud-Africain Darrell Rood. Ce dernier a été touché par la vie de cette femme.
Elle est venue à Johannesburg et s'est impliquée dans ce qu'elle avait entrepris. Puis elle a rencontré Nelson Mandela. Maintenant, elle s'avère être l'homme le plus célèbre de tous les temps, à part Jésus peut-être. Vous savez ce que je veux dire? Je ne sais pas. C'est donc une histoire incroyable en elle-même. Comment une jeune fille de la campagne tombe amoureuse de cet homme qui deviendra le gars le plus célèbre dans le monde. Elle passe par toutes les épreuves et les tribulations. I became the best stick fighter in the district. There wasn't a boy who could beat me. You were a stick fighter. Yes. So watch out. Et même dans le monde fermé de l'opéra sud-africain, la vie de Winnie inspire des compositeurs et des librettistes. Bongani Endo Danabri est le compositeur de Winnie the Opera. Pour lui, la vie de cette femme a tous les éléments d'un opéra. Elle a enduré des tragédies et elle a vécu à travers certaines des périodes les plus cruciales de notre marche vers la libération. Pour moi, toute la vie qu'elle a menée est un tableau qui est très lyrique. Ce n'était donc pas une chose difficile pour moi de faire de sa vie un opéra. L'opéra était bien accueilli par le public et certainement par Winnie Mandela elle-même. Et j'ai été contente d'avoir refusé de lire le scénario. J'ai refusé qu'on m'informe à l'avance du portrait qui allait être fait de moi, parce que je voulais que ce soit comme une évaluation honnête du chemin que nous avions parcouru, et c'est un portrait honnête. Je suis très heureuse à ce sujet, ce n'est pas dénaturé, c'est tel que cela a été. Et je suis très heureuse à propos de cela. La vie de Winnie Mandela a inspiré une génération de musiciens. La chanteuse Yvonne Chaka Chaka a consacré une chanson à Winnie en 1987, quand celle-ci était assignée à résidence par le régime de l'apartheid. Nous avons écrit une chanson. Mais évidemment, ce n'aurait pas été autorisé. Donc, on a décidé de changer la chanson et on a écrit « I am winning my dear love ». Ce qui était très intelligent parce que la chanson disait « Winnie, Winnie, my dear love, I'm winning, 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 winning ». Mais quand je suis allée dans le stade pour chanter la chanson, c'était « Winnie, Winnie, Mandela, Winnie, Winnie ». Donc je pense qu'on était très intelligent quand on était jeune. On savait comment faire en sorte que cela soit conforme aux exigences du régime, mais on savait ce que cette chanson signifiait. D'une manière ou d'une autre, la vie dramatique de Winnie gagne le respect. Et ce respect se reflète également dans l'iconographie. Il existe une ligne de vêtements appelée Winnie Mandela Signature Collection. Elle est conçue par le Sud-Africain Swonwabili Ndamase. Il a également conçu les chemises de Nelson Mandela. C'est une personne avec une âme intérieure qui ne s'habille pas pour être vue, mais qui s'habille pour faire une déclaration. Tout ce qu'elle met sur son corps est une déclaration en soi parce qu'elle a compris la culture des Africains. Malgré son image détériorée, Winnie Mandela devient une marque plus vraie que nature. Et elle contribue à cela à Soweto en transformant la maison où elle vivait avec Nelson en musée. Et en ouvrant un restaurant à côté.
Aujourd'hui, les bus y déversent une foule de touristes. Les entrepreneurs locaux prospèrent, mais on peut se demander si les visiteurs ont une idée de la violence qui faisait rage dans ces rues. Quand on évoque les polémiques dont Winnie Mandela est l'objet, on voit que les Sud-Africains ne les ont pas oubliés. Quelle que soit leur classe sociale, ils s'en souviennent, mais montrent de l'indulgence. Je crois que tout le monde mérite une seconde chance. Je crois aussi au vivre et au laisser vivre. Donc, dans cet état d'esprit, oui. Pardonner est un mot un peu fort en ce qui me concerne. Dieu seul pardonne. Mais donnons-lui une chance. Laissons-la faire. C'est à elle de prouver qu'elle a raison ou tort, dans quel cas que ce soit. Si vous vous retrouviez dans de telles circonstances, ou si je me retrouvais dans de telles circonstances, je serais devenu quelqu'un de bien pire. Mais elle a pu, je pense, avoir tant de compassion pour les gens. Je pense qu'elle est sortie de ces expériences peut-être plus sage, je suppose. Mais qu'elle en est sortie certainement plus forte. Cette femme a passé 27 ans sur la ligne de front à lutter pour la libération de son mari. Malgré tout ce qui s'est passé depuis, l'incident avec Stompy, les soi-disant amants, tout ça, on s'en fiche. L'important, c'est que sans Winnie Mandela, on ne se serait jamais assis dans ce jardin pour avoir cette conversation, je crois. Elle était la championne de la lutte pour la libération en Afrique du Sud. L'analyste sud-africain Pierre Pigou observe cette indulgence, mais pour lui, il y a autre chose. En Afrique du Sud, la majorité des gens préfèrent oublier le passé et vivre leur vie. Je suis étonné par cette notion de pardon. Je pense qu'en Afrique du Sud, il s'agit davantage de dérobade que de pardon. Je pense qu'il s'agit de ne pas s'engager et de se désengager au lieu de pardonner explicitement à quelqu'un. Selon le professeur Mentjes, Winnie a établi sa position pendant la lutte contre l'apartheid. Et dans les années qui ont suivi, elle a consolidé cette position en s'érigeant comme sauveuse des pauvres. Elle n'a jamais renoncé à sa parole critique. Par exemple, quand il y avait des problèmes et quand il y avait des morts, n'importe où dans les townships, la première personne à être sur place était Winnie Mandela. Tout haut, elle disait « Où sont les dirigeants de l'ANC? Où sont nos dirigeants? Ont-ils trop peur d'entrer dans les townships? Moi, me voici. » Elle disait donc déjà « Je suis une personne indépendante, je suis un leader indépendant et je veux me présenter ici en tant que leader. » Je viens des régions rurales et c'est pourquoi je comprends la pauvreté de notre peuple plus que quiconque parce que je l'ai vécu. Et Winnie Mandela semble avoir du grain à moudre ces temps-ci. Plus de 2 décennies après l'abolition de l'apartheid, une nouvelle séparation en Afrique du Sud se produit. La séparation entre noirs et blancs s'est transformée en une séparation entre riches et pauvres. L'Afrique du Sud est maintenant parmi les pays qui ont le plus grand écart de pauvreté au monde. Le pays, avec ses ressources naturelles et sa culture, a tous les éléments nécessaires pour permettre une vie confortable. Mais pour la majorité des Noirs des townships, peu de choses ont changé. Winnie semble touchée par cela. Je traite ces cas tous les jours dans ma vie. La plupart du temps, quand je ne suis pas au Parlement, ou je suis attaquée par l'Alliance démocratique, je suis avec les gens dans les camps des squatteurs. Je traite avec ces gens tous les jours de ma vie. Il peut y avoir des changements ici et là qui sont admirables. Mais nous avons fait des progrès dans ce pays. Et notre plus grand problème, c'est la pauvreté de notre peuple. Winnie attire l'attention sur cela dans ses apparitions publiques, laissant entendre que le gouvernement de l'ANC a échoué. On peut avoir ces grandes politiques, on peut avoir une grande constitution,
Mais rien de tout cela ne se traduit pour lutter contre la pauvreté de notre peuple, et tant que les gens seront aussi pauvres, ce pays sera en difficulté. Il y a des incohérences. Il y a des manifestations pour l'eau, pour la fourniture des services, le logement. Nous avons un problème. Winnie soulève l'attention sur le sort de personnes comme Mamokeng Mate, qui a 61 ans et vit à Soweto. Parce que des gens vivent encore dans des cabanes. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de travail. Et Sintiswa Mkanazi, mère de 5 enfants, dit que pour elle, il est difficile de joindre les deux bouts. Et cela nourrit les frustrations envers l'ANC. On ne pensait pas que les choses prendraient cette tournure. Pourquoi? Comme elle le dit, ce sont des emplois misérables. Si vous trouvez un travail, c'est moins de salaire et plus d'heures. En fin de compte, une personne fait le travail de 3 pour un salaire. Monde Ndaba, 59 ans, est également déçu parce que les choses se sont seulement améliorées de moitié. L'éducation a changé. Ce qui est triste, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qualifiés. Ils ont des diplômes, mais aucun travail aujourd'hui. Cela annule le facteur éducatif. Quel est l'intérêt d'être formé quand vous ne pouvez pas utiliser votre formation? J'ai 2 nièces avec des diplômes. Ça fait des années et elles n'ont toujours pas d'emploi. Cette déception ressentie envers le gouvernement de l'ANC permet à Winnie Mandela de faire campagne pour les pauvres sur le terrain. Cela l'aide à redorer son image. Cela lui permet aussi de rester à Soweto et de vivre parmi les gens qu'elle a soutenus et déçus. L'époque des scandales loin derrière elle, elle aurait pu entamer une retraite tranquille à son âge avancé. Mais c'est tout le contraire. Une nouvelle fois, les choses semblent tourner horriblement mal. D'abord, son ancien mari Nelson Mandela décède fin 2013. Et celui-ci n'a pas inclus Winnie dans son testament. Pierre Pigou comprend la douleur qu'elle a ressentie, mais pas la réaction qu'elle a eue après. Elle choque la nation une fois de plus en essayant de s'approprier la maison ancestrale de Nelson Mandela à Kunu. Certains considèrent qu'il a été injuste en ne faisant aucun geste symbolique envers Madame Mandela, Madame Madikizela Mandela. Je peux comprendre cela, mais ses actions ultérieures, en essayant d'obtenir la maison à Kunu, font d'elle un portrait extrêmement négatif. Pierre Pigou dit que la revendication sur Kunu est également étonnante, puisque Winnie a de bons revenus grâce à une retraite de combattante et un traitement de député sud-africain. Mais cela pourrait ne pas être suffisant. Elle a un petit groupe d'assistants et de gardes du corps, etc., qu'il faut rémunérer. Cela représente beaucoup de dépenses pour maintenir le cortège de Winnie Mandela sur la route. Et Kunu est clairement perçu comme une source d'argent potentielle, surtout quand les jardins seront finis là-bas. Les jardins publics, les jardins du souvenir seront un endroit que les touristes visiteront. Cela fera une entrée d'argent. Il y aura une sorte de centre pour visiteurs et ainsi de suite. Donc oui, je comprends pourquoi les gens voient cela comme si Madame Mandela était animée par des intérêts financiers potentiels. Cette affaire concernant la maison de Kunu est révélatrice. Ce sont ces éléments contradictoires qui sont fascinants à son sujet. Et je pense qu'il y a encore plus à écrire sur elle, à dire sur elle, à comprendre sur elle. Cela afin que nous puissions avoir une image complète de cette personne vraiment remarquable qui a subi le harcèlement le plus énorme, la torture,
et qui, malgré tout cela, a gardé une dignité en quelque sorte intacte. Va-t-elle se retirer à la campagne, passer tranquillement ses vieux jours? Cela semble peu probable, compte tenu de sa personnalité. Et je pense que les gens seront toujours intéressés par son opinion sur l'étendue des réalisations de l'ANC et sur les grandes luttes à mener. Elle critique le mouvement pour lequel elle a lutté et elle critique ce qui se passe au nom de l'organisation pour laquelle elle a donné sa vie. Elle va continuer à faire des déclarations et va se présenter à ces différents rassemblements, ces différents moments tragiques, etc. Mais je ne pense pas, je ne la vois pas devenir une figure de premier plan dans un gouvernement à l'avenir. Je pense que d'une certaine façon, on la pousse à la retraite et que ce n'est pas elle qui la prend réellement. Et Winnie elle-même, elle dit qu'elle est fière de sa vie, mais qu'elle n'est pas la seule mère de la nation. Je n'ai jamais senti que cela se référait à moi seulement. Je considère que toutes les femmes qui ont sacrifié leur vie dans ma classe d'âge, eh bien ces femmes, je les considère toutes comme les mères de la nation. Je n'ai jamais pensé, je n'ai jamais prétendu que c'était mon titre personnel, de toute façon parce que je ne me le suis pas donné à moi-même. Ce sont les masses de ce pays. J'ai jeté des pierres quand nous nous battions. Je suis l'une de ceux qui se sont engagés physiquement contre l'ennemi et je suis très fière de cela et d'avoir fait ce que j'ai fait. Je fais partie de ceux qui ont renversé le régime. Donc je ne me préoccupe pas vraiment de comment il m'appelle. Parfois ce titre de mère de la nation est perçu négativement et je m'en fiche complètement. Ce qui est important, c'est que je suis une de ceux qui les ont renversés. J'ai la tête haute et si c'était à refaire, je le referais. Pour terminer, on peut conclure qu'il n'y a pas de réponse à cette question sur Winnie Mandela. Est-elle une sainte ou une criminelle ?